Let me know when you have it. We'll shoot. Light them all up. Come on, fire. Hey, Roger. Look at those dead bastards. Nice. Salut. Les Américains ne sont toujours les gentils que dans les films. Le 12 juillet 2007, à Bagdad, 2 hélicoptères Apache survolent un groupe de civils dont 2 journalistes irakiens de l'agence Reuters. En quelques minutes, sans vérification préalable et avec le comportement de collégiens sur Call of Duty, les militaires arrosent les Irakiens. Fumant évidemment tout le monde au passage et s'en réjouissant comme s'ils venaient de débloquer un killstreak. Cette vidéo classifiée s'appelle Collateral Murder et vous n'auriez jamais pu la visionner sans 2 personnes. Chelsea Manning, une analyste de l'armée américaine, et l'Australien Julian Assange, le fondateur de Wikileaks. La première, à l'époque, elle était pas du même sexe, donc si vous voyez un mec sur les images, c'est normal, je mets pas n'importe quoi, c'est la bonne personne, vous en faites pas. Donc je disais, la première a fait fuiter cette vidéo ainsi que des milliers d'autres documents, les war logs compromettant sur le comportement de l'armée américaine en Afghanistan et en Irak. Et le second les a juste diffusés bruts dans leur totalité sur sa plateforme, loin de la portée des États-Unis. Chelsea Manning sera condamnée à 35 ans de prison aux États-Unis. Elle bénéficiera quand même d'une libération anticipée en 2017 sur une grâce d'Obama sur la fin de son mandat. Assange, lui par contre, passera 2487 jours enfermé dans les 200 mètres carrés de l'ambassade équatorienne à Londres pour éviter une extradition sur le sol américain où il risque jusqu'à 175 ans de prison. Nos confinements pour lui c'est la manzana à l'apéro, hein. Vraiment il y a... Le procès pour son extradition se joue d'ailleurs en ce moment en Angleterre, et aussi bien dans les cas de Manning qu'Assange, des ONG, dont Amnesty International, dont cette vidéo est réalisée en coproduction, font pression pour essayer de faire respecter leurs droits. Chelsea Manning est ce qu'on appelle une lanceuse d'alerte, et le plus connu d'entre tous, vous avez déjà sûrement entendu son nom, Edward Snowden, qui en 2013, du haut de ses 29 ans, fait fuiter des milliers de documents attestant de la surveillance de masse pratiquée par la NSA. C'est l'acronyme pour les services de renseignement américains. De tout un chacun, mais aussi de leurs propres alliés. En France, entre autres, une bonne partie du gouvernement était sur écoute. Alors Snowden, ça s'est pas forcément super bien passé pour lui, hein, tu t'en doutes, il est aujourd'hui réfugié en Russie. La Russie, tiens, comme c'est absolument pas surprenant, vraiment. Où il a d'ailleurs récemment obtenu un titre de séjour permanent et où il a eu un gosse avec sa copine qu'il avait rejoint peu de temps après sa fuite. Il y a plusieurs films sur lui, un éponyme de fiction basé sur l'histoire vraie avec Joseph Gordon-Levitt. Excusez-moi, je n'ai pas compris. Non mais c'est pas le mec de Dungeon lui? Dungeon. Ah si, donc complètement le mec fait des grands écarts. Bref, pardon. Le meilleur c'est sans aucun doute Citizen4 qui lui est un documentaire et Snowden y participe d'ailleurs directement. Et là, il y a 2 écoles, choisis la tienne. Certains les appellent des traîtres et d'autres les voient comme des héros. Les lanceurs d'alerte sont aujourd'hui un immense contre-pouvoir sur lesquels tous les yeux, mais aussi toutes les armes sont braquées. Mais choisis bien, car rien ne garantit que tu n'en deviendras pas un jour. Bon, c'est en 1971 que le terme est apparu, avec le premier moderne d'entre eux. Daniel Ellsberg, qui à l'époque est un analyste et conseiller militaire, mais il y a un truc avec ce taf, c'est pas possible, aux États-Unis, et qui décide de dupliquer et envoyer au New York Times puis au Washington Post 7000 pages de documents accablants sur les horreurs commises par l'armée américaine au Vietnam. Entre autres, Nixon aurait par exemple songé à plusieurs reprises à larguer une bombe nucléaire sur le pays. Ah, c'était pas la même époque, hein, c'était... Il y dénonce aussi la pleine conscience du gouvernement d'envoyer ses jeunes soldats à la boucherie. L'affaire sort sous le nom des Pentagon Papers. Nixon pète un plomb et Ellsberg devient rapidement l'homme le plus dangereux des États-Unis. Encore une fois, il y a un film de Spielberg, rien que ça, qui raconte ça. Non mais ta vie est gâchée, mais t'as des films, c'est bien. Bon, il lui arrivera 1 million de problèmes. Le New York Times se retrouve aussi dans une immense sauce, mais finalement Nixon se fera éjecter une année plus tard des suites d'un autre scandale, le Watergate, et l'opinion populaire américaine bascule définitivement contre l'engagement au Vietnam, faisant sûrement gagner quelques années sur l'enlisement interminable qu'était cette guerre et qui aurait coûté la vie de dizaines de milliers d'hommes supplémentaires. À l'époque, Nixon voulait faire la peau à Ellsberg, ok? Le discréditer jusqu'à envoyer des agents de la CIA récupérer des documents psychiatriques sur lui, enfin je vous passe des détails, mais il s'en est finalement pas trop mal sorti. Sauf que bah voilà, c'est loin d'être le cas de la majorité et c'est pour ça que cette vidéo est, comme je vous le disais, coproduite par Amnesty International. Parce que la vie des lanceurs d'alerte tourne pratiquement systématiquement au cauchemar. Alors vous savez maintenant pour Manning et Snowden qu'Amnesty International suit, mais si ce sont les plus connus, ce sont loin d'être les seuls. Par exemple, je peux vous parler de Rui Pinto qui lui a balancé les Football Leaks. C'est des téraoctets de documents attestant de l'évasion fiscale de masse pratiquée dans le milieu du football. Pour les footeux, si vous voulez apprendre comment le PSG est dopé ou où est-ce que Ronaldo planque sa thune, c'est par là que ça se passe. Il y a aussi full pratique immorale et illégale pratiquée par la FIFA, mis en lumière, enfin bon bref. À l'origine, quand il a balancé, il était à Budapest, il est arrêté puis extradé au Portugal à Lisbonne où le business du foot est si important qu'il n'a aucune chance. Le Portugal omet complètement l'intérêt commun des révélations de Pinto. Il n'a pourtant pas touché un seul euro, a tout donné à des journalistes, ça a permis de faire rentrer des dizaines de millions d'euros dans les caisses de plusieurs pays européens, ça a exposé des dizaines et des dizaines de scandales, mais tout ça, il s'en branle mon pote. En France, Cocorico, Karim Ben Ali était un simple routier qui avait filmé les contenus polluants de ses camions déversés par Arcelor dans la nature vers Florange. Peut-être qu'il y en avait parmi vous qui avaient vu la vidéo d'ailleurs à l'époque. Et donc, en plus de s'être fait dégager, son frère, lui aussi qui bossait chez ArcelorMittal, a été viré. Je vous laisse imaginer l'ambiance aux réunions de famille.
bah ils lui en veulent tous, hein. Il s'est fait briser financièrement avec 3 enfants à charge, il ne s'en sort pas, touche le RSA, il s'est fait refuser 163 entretiens d'embauche. Il est maintenant victime de harcèlement, genre il se fait rayer sa caisse, enfin des trucs comme ça. Il a pris du poids, est sous antidépresseurs et n'a plus du tout confiance en lui. Son interview pour le média est d'ailleurs plutôt triste. Je vous parle d'eux, mais Pinto et Ben Ali ne sont même pas forcément des cas suivis par Amnesty. Mais on continue hein, si vous voulez, moi j'ai le temps hein. Mordecai Vanunu. Alors je sais pas si on dit Mordecai. Attends. Mordecai. Alors en Angleterre, dans les années 80, dévoile des éléments sur l'étendue du programme d'armement nucléaire israélien. Sauf qu'il est à l'abri sur le sol anglais avec qui Israël ne veut pas s'embrouiller. Alors le Mossad, les services secrets israéliens, envoie une agent le séduire puis l'inviter pour un week-end à Rome. Week-end qui résultera en son enlèvement en direction Tel Aviv pour y purger 18 ans de prison, dont 11 à l'isolement. Il lui est aujourd'hui impossible de parler à un journaliste ou de quitter Israël. Allez, on s'en fait une petite dernière pour la route. Youpi, Céline Boussier, elle officiait dans un hôpital pour jeunes handicapés à Condom. Merde. Non, je ne peux pas blaguer ça en fait, c'est mort, cette vidéo est coproduite, les gars, arrêtez, on ne peut pas vanner ça, c'est trop facile et ça ne se fait pas. Elle y dénoncera une maltraitance systémique des patients. Et là, je vais vous faire le plaisir de passer les détails, mais si vous allez checker un peu sur internet, c'est hardcore ce qu'il subissait. Et au regard du droit, aucun professionnel de santé ne peut être licencié dès lors qu'il dénonce de mauvaises pratiques. Est-ce que finalement, c'est vraiment nécessaire que je vous précise qu'elle s'est quand même fait têche? Elle recevra les traditionnelles menaces de mort, 7 mois de harcèlement. Ah oui, c'est vrai, il y a des pélos qui iront jusqu'à distribuer des tracts injurieux sur le marché local. Faut vraiment se faire chier le dimanche, mon pote. Hein, elle finira sous protection policière et obligée de déménager. Elle a évidemment eu des pensées suicidaires. Sa fille, elle, a super mal supporté tout ça et a fini en hôpital psy. Elle vit maintenant des minima sociaux, enfin c'est complètement la sauce. Et pourtant, dans une interview, elle expliquait que si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Je n'ai fait que mon devoir de professionnel de santé et de citoyen. En 2017, elle est finalement relaxée. Ça fut une première d'ailleurs en France pour un lanceur d'alerte. Bon, et je pourrais honnêtement continuer comme ça très longtemps, mais on n'est peut-être pas là pour ça non plus. Enfin, ce qui est ouf, c'est qu'on parle quand même de personnes qui œuvrent pour l'intérêt commun. Les horreurs de Guantanamo, la prison d'Abu Ghraib, les mensonges des lobbies du tabac dans les années 90, la chute d'Enron, l'escroquerie de Volkswagen pour masquer sa pollution et plein d'autres, tout ça, c'est du fait de lanceurs d'alerte. Alors comment ça se fait qu'ils se retrouvent pratiquement tout le temps dans la merde? Comment est-ce que ce n'est qu'en 2017 que pour la première fois, une d'entre eux a été graciée en France? Ok, donc en France, une des grosses lois qui touche les lanceurs d'alerte s'appelle la loi Sapin 2, elle a été votée en 2016 et elle les définit comme ça. Une personne physique qui révèle ou signale de manière désintéressée et de bonne foi un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, bon, c'est écrit à la sauce juridique, de la loi ou du règlement ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général dont elle a eu personnellement connaissance. Mais on peut compléter selon les critères d'Amnesty, il faut surtout que le lanceur ait de bonnes raisons de croire véridique ce qu'il dénonce et qu'il n'en balance pas plus que nécessaire. Et pour terminer, et c'est vraiment important, il faut que le lanceur ait personnellement connaissance de ce qu'il révèle. Cette loi elle est censée faire plusieurs choses, dont garantir l'anonymat si souhaité du lanceur, l'irresponsabilité pénale et la réintégration dans l'emploi. Bon, vu les exemples précédemment cités, t'as capté qu'on n'est pas sur un taux de réussite de 100% quoi. Enfin et surtout elle est critiquée par différents spécialistes dont l'association La Maison des lanceurs d'alerte car elle prévoit un système de paliers. En gros, quelqu'un témoin de faits graves devrait d'abord alerter sa hiérarchie, puis la justice et enfin les médias en dernier recours. Et s'il ne suit pas cette procédure, et c'est un peu là l'énorme douille, c'est la poursuite pour diffamation qui se joue en fait. Et beaucoup critiquent à juste titre qu'alerter en priorité sa hiérarchie, c'est déjà se jeter dans la gueule du loup les 3/4 du temps, mais aussi potentiellement favoriser la destruction de preuves. Enfin, dans la loi française en général, on ne peut outrepasser le secret médical, le secret d'un client à son avocat, mais aussi le secret défense. Le truc, c'est que c'est facile d'en abuser de ces secrets officiels pour masquer de la merde. Exemple très simple, et en plus ça va me faire des vues, les ventes d'armes abusives de la France, et ma première vidéo avec Amnesty portait justement là-dessus, clique. Mais le secret, quel qu'il soit, ne doit pas servir à occulter des crimes ou des violations des droits humains. Et puis, de toute façon, en 2018, donc 2 ans après que la loi Sapin 2 ait été votée, la loi sur le secret des affaires passe et elle va en marche arrière complète en fait. Parce que le secret des affaires peut maintenant lui aussi être utilisé comme arme juridique n'importe comment. Et ça a notamment été le cas avec un médicament, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est vrai qu'on c'était assez discret finalement. Le Mediator. Le Mediator, c'est un médicament qui tue. Voilà, c'est une très belle performance quand même. Elle est queumée, vraiment il y en a, ils ont aucune race. C'est bien de ça dont on parle à chaque fois en fait. De batailles juridiques tentaculaires au cas par cas. De David contre Goliath, systématique. Parce que forcément, lancer l'alerte, c'est souvent s'affranchir des lois, fouiller dans des documents auxquels on n'aurait pas accès ou briser des clauses. Et bien sûr que c'est sur ça que les accusés vont jouer pour faire mal. Mais ce qu'il faut à chaque fois se demander, c'est si le service rendu est supérieur à l'infraction. Parce que sur le banc des accusés, le jeu c'est shoot de messenger, ce qui permet déjà de faire oublier les alertes elles-mêmes, en plus de dissuader les autres potentiels futurs lanceurs. Dans un monde idéal, il n'y aurait même plus de lanceurs d'alerte, mais que les affaires. La crainte de représailles est la raison principale d'un maintien du silence. Or,
Le crime a besoin du silence pour prospérer. Plus de 75% des salariés européens confrontés à des abus se taisent faute de protection. Puis, une autre raison identifiée par le Conseil de l'Europe est le sentiment qu'au final rien ne sera fait. Et pourtant, on parle de droits humains. Et à moins d'être un gros connard, toute personne normalement constituée devrait les faire passer au-dessus d'intérêts économiques. Et quand bien même la protection effective des lanceurs d'alerte contre les représailles est perçue comme un élément essentiel des politiques de lutte contre la corruption. En tout cas, c'est ce qu'a noté la Commission de l'Union Européenne et l'OCDE. Puisqu'on parle d'Europe, à son échelle, t'as aussi des choses qui sont faites. Récemment, en octobre 2020, c'était un député En Marche, Sylvain Wasserman, qui était à l'origine de nouvelles recommandations. Mais quasi systématiquement, ce ne sont pas des textes contraignants pour les États. Donc à la fin, ça fait tout au plus de jolis papiers, quoi. Bon, en vrai, je râle, mais c'est quand même mieux que rien. Aux États-Unis, par exemple, t'as un vieux texte de 1989, le Whistleblowers Act, qui protège théoriquement les lanceurs d'alerte, sauf s'ils bossent pour le FBI, la NSA ou l'armée américaine. Ah bah non, y a pas à dire, c'est très bien fait. Après, t'as des différences aussi d'un état à l'autre, mais pour le tableau complet, c'est pas top. Pour rappel et pour donner l'ambiance, en 2013, le futur président Trump appelait quand même à la peine de mort pour Snowden. Ah, mais on peut parler de la Russie aussi, où c'est le boxon complet. Qui est-ce que ça surprend encore, quoi? Enfin, selon un rapport d'Agora, une ONG de défense des droits de l'homme en Russie. Oui, c'est ambitieux, oui. Les lanceurs d'alerte font régulièrement l'objet de meurtres, violences et poursuites. D'ailleurs, un lanceur d'alerte particulièrement connu en ce moment est russe, Alexei Navalny. Alors, c'est même plus compliqué que ça. C'est surtout et avant tout un opposant politique considéré par certains comme un lanceur d'alerte. On peut penser ce qu'on veut du type, qui par le passé a déjà lâché des propos xénophobes bien comme il faut, et d'une manière générale de ses opinions politiques un petit peu plus sportives que celles de Poutine sur lesquelles il n'est jamais revenu. Je suis pas là pour lui faire un procès d'intention ou vous dire quoi penser du type. Toujours est-il qu'il pose problème au gouvernement russe via ses révélations. Bon, bah je vous apprendrai rien en vous disant que le FSB a tenté de le buter à coups de Novichok sur un vol Tomsk-Moscou. Juste une arme chimique parmi les plus violentes au monde datant de l'époque soviétique. C'est normal en Russie. La Chine si vous voulez. En plus, avec le Covid, ils ont rien à cacher, c'est pratique. Vous avez sûrement déjà vu ce visage. Li Wenliang. C'était un des premiers médecins chinois à alerter le monde. La justice chinoise a commencé à mal le regarder, mais dommage, il est mort du Covid avant même de pouvoir se faire bolos. Le filou. Là, t'es sûr que tu risques plus rien, au moins là t'es tranquille. Et lui, du coup, il était médecin et a fortiori lanceur d'alerte, mais en Chine, c'est pas forcément mieux pour les journalistes tout court d'ailleurs. Exemple, l'avocate et journaliste d'investigation San Chan, je suis désolé, mon niveau de mandarin s'arrête à Ni Hao et Xie. Elle n'a pas eu cette chance, puisqu'après avoir tiré la sonnette d'alarme à Wuhan, elle s'est faite enlever et torturer. Selon son avocate, elle a vécu 3 mois pieds et poings liés et a été nourrie à la sonde pour lui saboter une grève de la faim. Le motif, l'article 293 du code pénal chinois qui interdit de chercher à provoquer des conflits et troubler l'ordre public, qui, t'as compris, dans les faits, sert plus à faire taire pas mal de monde qu'autre chose. Là, vous vous dites, bon bah... ok, c'est la Chine quoi, mais bon, pas nous, quand même pas nous, je veux dire l'ouest du monde. Dommage. Votre innocence, moi. Et je voulais en arriver à lui. Quelqu'un qui, selon les définitions que je vous ai données, ne peut même pas être considéré comme un lanceur d'alerte, davantage que comme un éditeur, et qui en fait vient d'en faire. Julian Assange. Assange, c'est le fondateur de Wikileaks, un site qui ne fait que diffuser brut tous les documents que les lanceurs d'alerte peuvent leur transmettre pour qu'ils soient accessibles à tout le monde. Si vous voulez lire les mails de Macron lors de la dernière campagne présidentielle ou tout sur le fonctionnement de Vol 7, l'arme ultime d'espionnage de la CIA leur permettant de se faire passer pour des Chinois ou des Russes, ben allez-y, c'est en ligne. Wikileaks, c'est la publication de tellement de scandales. C'est aussi certains de ses membres qui ont aidé Snowden à s'exfiltrer direction la Russie. Ça fait plus de 15 ans qu'ils font ça, mais c'est avec les révélations des Warlogs avec lesquelles j'ai démarré la vidéo qu'Obama s'est vraiment dit qu'il allait les fumer. Pour info, derrière ses airs cool, Obama est quand même celui qui a le plus fait la chasse aux lanceurs d'alerte. Bon après, le truc c'est que contrairement à ses cheveux, Assange n'est pas non plus tout blanc. Facile. Wikileaks ne publie pas toujours que des choses utiles et sans aucun mauvais revers. Je pense notamment aux mails de campagne de Macron justement qui, au final, n'auront servi absolument à rien, à part exposer les relations professionnelles de dizaines de personnes sur plusieurs années. Ou même à des documents concernant des procès en cours. C'est pas ouf, notamment genre Dutroux. Et qui auront foutu juste un beau bordel pour pas grand chose. Donc ouais, la pertinence de leur publication peut parfois être sérieusement remise en doute. Ouais, l'homme a ses torts et Wikileaks ne vise pas toujours juste. Pour autant, ça ne justifie en rien l'acharnement qu'il subit aujourd'hui. Franchement, l'histoire d'Assange est passionnante et mériterait une vidéo à elle seule, mais bon. Pour la faire courte, il se retrouvera coincé à Londres dans l'ambassade équatorienne pendant 7 ans. 200 mètres carrés qui se transformeront petit à petit en prison lorsqu'un nouveau dirigeant, Lénine Moreno avec des casseroles au cul, arrivera au pouvoir en Équateur. Il a été filmé à son insu, des compagnies de surveillance écran de la CIA sont impliquées, enfin c'est un truc ultra bresson. Il a été humilié, diffamé. Des experts qui l'ont vu affirment qu'il est dans une lourde dépression et qu'il subit de la torture psychologique. Bref, en 2019, il est contraint de quitter l'ambassade et se retrouve emprisonné à Belmarsh, une prison anglaise de haute sécurité connue pour abriter les terroristes. Ça peut pas plus donner le ton. Avant son procès, il a été mis 3 fois à nu, enfermé dans une cage de verre par balle insonorisée. Enfin, Assange vit un putain d'enfer. Il a gagné son procès contre son extradition, mais les États-Unis ont de suite fait appel début 2021. Ils le lâcheront pas. Assange est, selon certains, et c'est une dénomination que j'aime bien, le service de renseignement des citoyens. Et un paquet d'ONG, dont Amnesty International, appellent à sa libération et à l'abandon des charges qui pèsent sur lui. Je vous mets leur vidéo sur le sujet en description. Puis les journalistes d'investigation ne sont pas rassurés non plus parce que si Assange tombe,
Qui sont les suivants? En France, il est aussi arrivé que des journalistes soient convoqués par la DGSI. C'est les services de renseignement intérieur pour leur mettre la pression et obtenir leurs sources. Et c'est putain de grave. Parce que ne serait-ce que convoquer un journaliste, c'est sérieusement mettre à l'épreuve la relation qu'il aura avec ses sources à l'avenir. Ça en refroidira quand même sans aucun doute plus d'une. C'est pas ça qui va lui faciliter la vie ensuite. Tout comme le secret est évidemment indispensable dans certains cas à la sécurité nationale ou au bien-être des citoyens, le droit à l'information est lui aussi fondamental dans une société démocratique. Parce que sans le droit d'informer, nous sommes aveugles et la démocratie se prend le mur. Et non, on ne parle pas d'obtenir une transparence totale. Ce mot est traître, on ne demande pas à tout savoir, simplement ce qui sert l'intérêt général. Il faut trouver un juste milieu. Et pour une fois, et je pense que c'est bien de conclure là-dessus, il en existe déjà un. Des personnes l'ont déjà trouvé, et ça s'appelle les principes de Swaney. Ils ont été rédigés par 22 organisations et centres universitaires, en consultation avec plus de 500 experts issus de plus de 70 pays, lors de 14 réunions organisées dans le monde entier par l'Open Society Justice Initiative, et en collaboration avec 4 rapporteurs spéciaux de l'ONU sur la liberté d'expression et ou de la presse, ainsi que le rapporteur spécial sur le contre-terrorisme et les droits humains. Bon bref, pas les derniers des abrutis a priori. Les principes de Swaney tiennent compte de la meilleure pratique mondiale pour définir des garanties qui assurent un équilibre entre la protection des révélations faites dans l'intérêt public ou relatives à des violations graves ou systématiques des droits humains, d'une part, et, d'autre part, la nécessité de préserver le secret des informations classées. Selon Ben Emerson, qui est l'ancien rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l'homme et la lutte antiterroriste, si vous n'aviez pas encore compris que c'est sérieux comme truc, et juste rapidement, les points essentiels sont par exemple les suivants. Principe numéro 3. Les informations ne doivent être maintenues secrètes que si leur divulgation risque, de façon réelle et identifiable, de porter gravement atteinte à un intérêt légitime de sécurité nationale. Principe 10A. Les informations concernant de graves violations du droit international humanitaire ou relatifs aux droits humains doivent toujours être divulguées. Principe 10E. Le grand public doit avoir accès aux informations relatives au programme de surveillance. Principe 5. Aucune entité gouvernementale ne doit être exemptée d'office d'obligation de divulgation. Principe 40. Les agents de l'État qui agissent dans l'intérêt public en révélant des abus du gouvernement doivent être protégés contre toute mesure de représailles. Ça me semble plutôt honnête. Ces principes, tout comme l'abandon de charges contre Assange ou d'autres individus sur lesquels l'acharnement va au-delà du sensé, sont des combats que des associations comme la Maison des lanceurs d'alerte ou des ONG comme Amnesty International mènent au quotidien. Et c'est pas juste protéger quelques types qui se sont mis à dos les mauvaises personnes, c'est lutter pour que vous gardiez la tête hors de l'eau et qu'on ne vous écrase pas dans l'ignorance. À ce propos, j'en avais déjà parlé, mais allez mater la chaîne YouTube d'Amnesty International, elle est vraiment bien faite et intéressante si vous aimez ce genre de sujet. Personne ne veut voir Goliath gagner. Personne ne veut fermer les yeux parce que personne n'aime qu'on lui mente. Alors aidez ceux qui sont prêts à se sacrifier pour ceux en quoi ils croient, parce que si les sentinelles tombent, votre liberté ne sera jamais loin derrière. UK, we have another interesting factor, which is the BBC, which is very influential in terms of the news here.